J'ai déjà fait une vidéo sur les ESN en donnant mon avis, mais j'ai voulu confronter mon point de vue à celui d'un autre développeur. Pierre Dufour, développeur senior en technologie.net, un profil assez similaire au mien, et pourtant on a des points de vue qui sont assez différents, et la conclusion est vraiment enrichissante, je t'invite à la regarder. Et du coup tu parlais des ESN, et au tout début j'avais posé la fameuse question, les ESN, enfin en tout cas tu devais me dire si d'accord pas d'accord, les ESN sont malhonnêtes avec les développeurs. Je l'ai tourné comme ça parce que je sais que dans le monde des développeurs, et quand je parle avec les devs la plupart du temps, il y a un peu cette vision de l'ESN. C'est assez marrant parce que malgré tout, il y a plein de nos développeurs qui font que bosser avec des ESN et qui ont quand même un avis très négatif là-dessus. Toi, quel est le point de vue que tu as, la vision que tu as de façon un petit peu plus complète sur cette relation de travail? Moi, je bosse qu'avec des ESN, mais en freelance. En CDI, j'ai jamais bossé avec une ESN. Ok. Je pense que ça, c'est important à dire, parce que le rapport que tu as avec une ESN quand tu es en freelance et en CDI, il est pas du tout pareil. J'ai entendu beaucoup de mal sur les ESN, comme quoi c'était un peu des marchands de dev, quoi, des marchands de tech. Je peux pas trop en témoigner moi-même parce que j'ai pas été en CDI chez eux, donc je sais pas forcément comment ça se passe au quotidien quand tu es dans une ESN, comment tu gères les intercontrats, est-ce qu'il t'arrive de faire des missions que t'as pas envie de faire ou des technos que t'as pas envie de faire mais t'es forcé quand même à le faire parce que voilà le contexte, tout ça. Ça je sais pas trop, mais effectivement ouais, elles ont assez mauvaise réputation. Mais je trouve personnellement que quand on est un développeur débutant, un développeur junior, je trouve qu'aller bosser dans une ESN, moi je l'ai pas fait et avec le recul je l'aurais peut-être fait. Effectivement faut la choisir et faut essayer de trouver l'ESN qui te correspond et avec qui ça se passe bien, et je pense qu'il y en a qui respectent mieux les gens que d'autres et qui t'écoutent un peu plus quand tu dis non, cette mission-là, ce client-là, ouais, moyen, j'ai pas trop envie d'y aller. Peut-être qu'il y a des ESN qui t'écoutent un peu plus que d'autres. Mais je pense que quand t'es junior, l'ESN, elle te permet de bosser sur une diversité de projets intéressantes. Et en fait, j'en reviens toujours à la même chose, j'ai l'impression de dire toujours la même chose, mais quand je dis, moi, ce que j'ai aimé durant mes 10 ans de dev, c'est changer d'expérience régulièrement, et changer de client, et changer de mission régulièrement. Je pense que l'ESN peut t'apporter ça quand t'es junior, et peut t'apporter cette diversité de projets, cette diversité de clients, et bosser avec plein de gens différents, parce qu'au final, dans une ESN, ton équipe projet, elle peut changer tout le temps, tu peux avoir des archis qui bougent à droite à gauche et tout ça. Je pense que quand t'es junior, ça peut être super sympa, l'ESN de ce côté-là, mais après, voilà, comme je te disais, j'ai pas bossé vraiment avec eux en CDI, donc j'ai pas vraiment l'expérience là-dessus pour juger les ESN globalement. Ah, c'est marrant, je donne justement le conseil opposé à l'idée pour les juniors. Alors moi j'ai bossé avec des ESN beaucoup en indep aussi. J'ai quand même une relation de travail qui était très proche, c'est vrai que j'ai vraiment bossé avec des ESN avec qui je m'entendais tellement bien qu'en fait j'étais traité comme les gens qui sont en CDI. Pas dans toutes, mais dans certaines. Globalement j'ai quand même l'impression, enfin moi il y a deux choses que je vois avec l'ESN, c'est déjà qu'une ESN a un portefeuille avec un type de client, que le type de mission, le type d'expérience que tu vas trouver dépend en partie des technos mais aussi des secteurs, et que une même ESN, à moins d'être dans une giga grande ESN où tu peux transvaser d'un client d'un client à un autre qui ont rien à voir, souvent une ESN de taille on va dire moyenne, à taille humaine, elles ont un peu le même type de client tout le temps. Donc quand tu veux changer de mission pour changer de richesse, pour avoir une richesse d'expérience un petit peu plus importante, surtout en début de carrière, en fait l'ESN, t'as le choix en fait entre quitter l'ESN pour aller voir ailleurs, ou alors rester dans l'ESN et prendre une mission qu'il y a dans son portefeuille, et dans son portefeuille t'as des trucs qui ressemblent beaucoup à ce que tu viens justement déjà de faire, et ce qui fait qu'en fait il y a beaucoup de gens, même en CDI, en fait alors ça pour le coup je l'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de gens même en CDI, il y a dans beaucoup de ESN, les devs partent à la fin de la première mission. Les ESN peuvent avoir beaucoup de mal à caser les devs qu'ils ont en interne, plus que les devs qui fit particulièrement avec la mission ciblée, etc. Et toutes les ESN n'ont pas autant de mal, mais j'ai quand même vu ça en tout cas de mes propres yeux, et du coup que beaucoup de développeurs qui terminent leur première mission au bout de 2-3 ans, en fait ils trouvent du job via une autre ESN, ou dans une autre boîte, parce que le marché du travail leur permet, et ça revient au même que si t'étais en CDI dans une boîte et que tu trouves un autre job finalement. À ceci près que y a une poignée de personnes qui peuvent quand même te trouver un job si t'as la flemme, tu vois, mais... Ok, d'accord, ok. Ouais, j'avais pas forcément cette vision-là, mais j'entends, ouais, ok. Et du coup, c'est pour ça, je suppose qu'elles peuvent de temps en temps faire appel à des indépendants pour combler un peu le manque de ressources sur un projet en particulier, quoi. Étrangement, il y a pas mal de SN, ils aiment bien avoir les développeurs en CDI. Je pense que quand la situation est pérenne, ils se font une meilleure marge sur les CDI, parce qu'ils margent plus vu qu'il y a un risque. Parce que le développeur, s'il se retrouve en intercontrat, ils doivent quand même le payer.
Alors que l'indépendant, il n'y a plus de contrat, il n'y a plus de contrat. Et du coup, forcément, il marche plus pour tanker ce risque-là. Mais quand ça se passe bien, quand le marché est positif, vu qu'il marche plus, il gagne plus d'argent. Donc ils aiment bien avoir des gens en CDI. Mais avoir des indeps, c'est comme pour une grosse boîte d'avoir des consultants plutôt que des gens en CDI, c'est la même raison. Hein. C'est quand le marché fluctue, au moins l'indépendant, on peut couper le contrat, c'est fini. Ouais. Ok. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils luttent pas trop contre le fait de bosser avec des indépendants. Quoi. C'est un peu la base de leur bise. Ouais, j'ai bossé avec une ESN à Lyon qui a un pur player Microsoft, donc qui faisait vraiment que ça. Ils avaient quand même une diversité de projets assez intéressante avec des secteurs assez variés, ouais. Et ils arrivaient quand même pas mal à faire tourner leurs effectifs sur des missions assez différentes. Et je pense que grâce à ça, ils avaient pas trop de turnover. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que la plupart des ESN, moi, que j'ai vu, c'est des ESN qui se positionnent plus sur un secteur, qui essaie de vendre une connaissance métier, par exemple dans la finance, etc. Voilà. De dire, nous, on comprend le langage de la finance, donc en fait, on va vous amener des profils qui sont adaptés à ce que vous cherchez, etc. Et toi, là, ce que tu me dis, c'est une ESN, mais qui s'est spécialisée technologiquement, et qui, du coup, va se vendre en tant que, nous, on a des experts Microsoft chevronnés. C'est ça. Et vu qu'il y a plein de secteurs différents qui utilisent des technologies Microsoft, ça devient intéressant de prendre des experts Microsoft chevronnés, en tout cas des développeurs qui sont spécialisés dans une boîte qui est spécialisée sur ces technos. Et du coup, ils ont l'opportunité du coup d'avoir un portefeuille qui est un peu transverse au marché du travail. Quoi. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant, tu vois. Et c'est là où on voit un petit peu le côté un petit peu culminant pour les gens qui regarderont cette vidéo, c'est que en partageant ces expériences-là, on voit une distinction. Voilà, les ESN finalement, est-ce que ça serait pas une bonne idée de les rejoindre si elles sont sur des positionnements technologiques plus que métiers, quoi. Je sais pas si c'est un mode de fonctionnement qui est très répandu, parce qu'en dehors de .NET, je connais pas forcément vraiment précisément les autres écosystèmes. Mais je sais pas par exemple s'il y a des ESN qui existent qui sont focus sur du Node ou tu vois sur ce genre de techno. Je sais pas du tout, tu vois, je suis curieux de savoir. Une ESN, faut regarder ses clients, parce que c'est ça qui joue dans le fait de sa capacité à proposer des missions intéressantes. Et qu'une ESN te propose une mission intéressante, ça va, mais si tu comptes rester, si t'as pas trop envie de bouger, etc., que t'as envie de profiter d'être dans cette ESN là, t'assurer qu'elle ait plusieurs clients intéressants dans des secteurs un peu de pointe, industrie, etc. Ça peut être un bon conseil pour quelqu'un qui cherche une ESN. Et si cette vidéo t'a plu, dis-moi en commentaire si tu aimerais voir l'interview d'un commercial de ESN ou d'un patron de ESN, histoire de vraiment confronter les points de vue et éventuellement apprendre de nouvelles choses au sujet de ces structures.